Et bonjour! Eh bah salut tout le monde, salut J-Marc, salut Fanny qui revient depuis longtemps apparemment, salut J5480, bonjour petite crevette, salut tout le monde, est-ce que vous allez bien? Et toi, est-ce que tu vas bien? Moi je vais bien, ouais, moi je vais bien, il fait beau depuis, pour la première fois depuis je sais pas 10 jours à Paris, et ça fait plaisir, et merci c'est là que le manque de pratique. Merci à Charles Maurice pour son resub. Voilà, je dis plus sub, hein, j'ai appris. Pour son resub pour la troisième fois. Merci Charles Maurice. Donc salut, c'est Adrien. C'est pas Jean, non, je sais plus qui l'a dit là, mais c'est Adrien pour la deuxième édition de Party Time, où on va parler de l'actu des parties en général. Et bien sûr, je suis accompagné de Sylvain, la régie professionnelle. Faites coucou là, vous le voyez en haut là. Ouais. Hop. Et puis il y a aussi Et Raphaël Raphaël. derrière moi, Et Raphaël, évidemment. L'illustre. le désormais célèbre. Alors, bon, ah bah c'est bien, merci JA25 de t'être enquillé l'heure 30 de la précédente, et puis de partir tout de suite sur la deuxième. J'ai essayé de pas parler trop fort, de pas parler trop vite, et d'être compréhensible, comme ça, bah, ton marathon party time se passera bien. Enfin, c'est tout ce que je te souhaite. Alors, bah, j'ai trouvé plein de choses à dire aujourd'hui. J'ai une question, juste parce que forcément ça va venir, mais dites-moi si on peut pas spoiler Infinity War, hein, parce que ça fait une semaine que c'est sorti, j'estime que plein de gens l'ont vu, mais vous me dites si c'est pas possible, hein, et moi je dirai rien. C'est pas possible. C'est pas possible? Non, Putain. merci. Bon bah ok, eh ben on Non, dira mais pas que une Thanos... semaine c'est rien, une semaine. On dira pas que Thanos... Ah, pardon. Ok, bon, alors... C'est 3 ans la règle pour les spoils, Non, non, impossible. Non, non. minimum. Depuis qu'on binge sur Netflix, c'est 3 semaines. Personne ne fait ça. Voyons. Arcturus, c'est le MCU, on s'en fout, non? Non, non, quand même, ça fait 10 ans qu'on va voir des films Marvel. On s'en fout pas, même si on n'aime pas tous, il y a un attachement, quoi. C'est comme une vieille série. Alors aujourd'hui, alors je vous avais promis la semaine dernière de parler du financement des partis. Enfin, j'avais pas promis, j'avais dit que le financement des partis ce serait un sujet d'une émission prochaine. J'ai pas oublié, mais quand j'ai commencé à préparer, je me suis rendu compte que le sujet il était énorme en fait. Et que si je voulais parler des autres trucs, bah, je pouvais pas parler du financement des partis ou vice versa. Et comme il y avait plein de sujets hyper intéressants cette semaine, j'ai préféré garder le financement des partis pour une autre émission, une spéciale par exemple, où on pourra parler de tout ça parce que il faut parler des plafonds des dons, des micro-partis, des différentes sources de financement, l'État, les cotisations. On pourra aussi mettre des exemples plus précis. Là, on a dans l'actu, il y a vous avez peut-être pas vu, ou je sais pas si vous avez vu, mais la polémique sur les cadeaux que le gestionnaire de salle, JL Evans, aurait fait à la campagne de Macron, et donc LREM en général. Et donc ça, c'est quand même un gros paquet, le financement des partis, et je préfère ne pas le traiter trop vite, et je vais mieux préparer ça. Et bah, ce sera pour une émission au cours, enfin soit fin mai, soit en juin, où là on parlera sérieusement du financement des partis politiques depuis les années 90 parce qu'il y a plein de nouvelles lois justement qui encadrent tout ça. Et comme ça, ce sera un sujet sérieusement traité et vous saurez tout sur le financement des partis. C'est pas beau? Bon. Et mais sinon, aujourd'hui, on va parler. Alors, je vous propose de parler tout d'abord de Mercato avec Delphine Bateau qui quitte le Parti Socialiste et rejoint Génération Écologie. Comme ça, on va pouvoir aussi parler un peu des partis écolos en France. On va revenir sur la crise du MJS, comme ça on parlera aussi des mouvements de jeunesse, des partis politiques, et puis l'union des gauches aussi, puisqu'il y a un meeting commun à République lundi soir, et avant de conclure sur un peu d'actualité des différents partis. Voilà, mais là on va se concentrer plutôt à droite, parce qu'il y aura eu beaucoup de gauche quand même. Ah, merci Fimat pour ton troisième resub. Ah, je vais jamais y arriver. Allez, je dis sub, ton troisième resub. Ça fait plaisir et bonjour à toi aussi. Ah, Zurich, le point mercato chaque semaine, c'est une bonne idée. Alors ouais, il n'y a pas un mercato toutes les semaines, même si en ce moment, enfin depuis que En Marche est arrivé et que le paysage politique explose de partout, il y en a plus qu'avant, mais de l'importance de Delphine Bateau qui est députée, ça arrive quand même pas toutes les semaines. Mais pourquoi pas, on peut faire un petit point, qui est où, et est-ce que seulement vous savez où c'est? Alors attention, je peux vous dire qu'il y a une blague qui se prépare, voilà, sur le chat Acropolis. Oui, oui, mais les gens vont l'avoir lu avant d'avoir entendu parce qu'il y a un délai sur la vidéo. Bon, bah alors je suis un... Oui, il y a quelques secondes, hein, 3-4 secondes.
C'est une Maximum. vanne jupitérienne, Charles Maurice. Exactement. Exactement. Bien, alors, on me demande quelque chose? Non, 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 c'est Non. pas pour toi. Ok. Alors, ouais, désolé, je débute, hein, c'est mon deuxième, hein. Merci de... Il se passe plein de choses entre la régie, les voisins, Ils sont partout. ils sont partout. Tu balances le gif, comme ça. Non, je te laisse le faire toi-même. Alors juste d'abord, est-ce que il y en a parmi vous qui connaissent Delphine Bateau, juste pour savoir un peu si je parle de quelqu'un qui est très connu ou juste si c'est une anecdote qui n'a intéressé que les super nerds. Alors, ah ouais, on va mettre la photo, voilà, et là c'est super. Attention, vous allez voir. Faut juste que je la retrouve. Elle est là, voilà. Elle arrive. Hop là. Tac, ici, Je vais la mettre là, il y a de la place. ici. Voilà, donc Delphine Bateau, alors oui, effectivement, au FU1, elle a récupéré la circonscription de Royal, enfin non, pas du tout, enfin oui, la vieille circonscription de Royal dans les Deux-Sèvres, et elle a gagné de manière, oui, inattendue aux législatives. Elle fait partie des gens qui ont sauvé leur siège face à la République En Marche, et, euh, et bravo J-Marc hein, pour le jeu de mots à mon bateau, c'est pas mal, je lui mets un 3 sur 5. Et donc elle était au Parti Socialiste, elle a été secrétaire d'État, ministre pardon de l'Environnement sous le gouvernement Ayrault, mais je sais plus lequel, quel numéro du gouvernement Ayrault, parce qu'en plus il y a eu plein de ministres de l'Environnement. Et en fait elle a tenté d'être candidate au dernier congrès socialiste et elle a fait un score pas bon du tout. Et là elle a décidé en fait de partir du PS, qu'elle estime fichu et qui ne parle pas assez d'écologie, pour rejoindre un parti écolo qui s'appelle Génération Écologie, qui est un petit parti, et pour faire un peu d'histoire, qui a été créé en 1990 à l'initiative de François Mitterrand, à l'époque, pour concurrencer les Verts, qui prenaient trop d'importance. Et tout ça pour empêcher les Verts en fait d'avoir des gros scores aux élections régionales de 1992. Et ça a marché puisqu'en fait les deux partis écolos ensemble ils ont fait 12% et ils ont eu 200 élus, mais chacun 6 et 100. Voilà, les figures connues en fait à l'époque qui avaient fondé le parti, c'était Brice Lalonde, Noël Mamère entre autres. Et en fait, le parti est rejoint dans les années 90 par d'autres personnalités, mais après ça va être plus une descente en fait aux enfers, puisque même des gens comme donc Noël Mamère le quittent et Génération Écologie finalement glisse vers la droite pour s'accrocher au RPR et à l'UMP en fait. Et ça a vivoté en fait de petites alliances en petites alliances comme Démocratie Libérale qui était le parti d'Alain Madelin, et La France en Action aussi, et le Trèfle, enfin voilà, c'est des partis écologistes un peu marginaux. Et aujourd'hui, ce Génération Écologie, c'est un satellite du mouvement radical. Et qu'est-ce que c'est le mouvement radical? Eh ben en fait, c'est un parti qui est issu de la réunification, j'espère que vous suivez, hein, de la réunification des radicaux de gauche et des radicaux de droite. Voilà, qui s'est séparé il y a je sais plus combien de temps, peut-être 70, 80 ans, et qui sont revenus ensemble récemment dans un mouvement commun qui s'appelle le mouvement radical. Donc qui apparemment est pas vraiment un parti, mais qui est une union des deux partis, donc une confédération. Tout ça est bien compliqué, alors qu'on parle pas de grand monde quand même, hein. Ça s'est fait en décembre, je crois, cette Alors réunification. c'est très récent la réunification, ouais, ça s'est fait fin 2017, et d'ailleurs il y a eu des mouvements de scission à nouveau, puisque les plus à droite voulaient pas revenir avec les radicaux de gauche, et les radicaux de gauche ont dit mais non, donc à l'histoire de les radicaux valoisiens, exactement. Merci Sylvain. Et tout ça parce qu'en fait ils étaient rue de Valois, c'est pas du tout c'est rue de Valois à Paris, donc ils sont appelés valoisiens. Faut pas chercher plus loin. Alors, Les radicaux valoisiens qui étaient membres de l'UDI. ah merci, Et exactement. qui ne le sont plus, je crois. Non, puisqu'ils sont mouvement radical. C'est ça. Alors les radicaux latéraux, oui très bien. Alors merci Perceval44 de préciser, donc ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de juin 2012 à juillet 2013. Donc un an et un mois. C'est pas beaucoup quand même. Ils n'ont pas été très longs les ministres de l'écologie depuis les 5 dernières années quand même. Alors, Génération Écologie aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Bah alors en fait, c'est pas grand-chose, hein, parce qu'en fait on sait que Delphine Bateau a annoncé qu'il y avait 2000 adhérents. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est pas non plus complètement ridicule. Mais en fait, le parti ne déclare que 2840 € de cotisation,
Donc en fait, s'ils ont bien 2000 adhérents, bah, ça veut dire qu'ils payent tous à peine 1 euro. Donc ça paraît très compliqué. Donc vu que l'adhésion est à 20 à 30 euros, on estime qu'il y a plutôt 200 adhérents, hein. Et, Tous en fait dans l'Hérault, où en fait est élu le président actuel du parti, qui est Yves Pietrasanta. et quand on déclare les adhérents, en général, on donne aussi ceux qui sont pas à jour de cotisation, mais qui l'étaient l'année précédente. C'est ça, alors oui, mais tu peux pas tricher par contre avec les adhésions, puisque c'est ce que tu déclares à la Commission nationale Oui, de financement des comptes évidemment. politiques, la CNCCFP, plus précisément la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Euh, et en fait, d'ailleurs, l'année dernière, comme ils n'ont pas présenté leurs comptes dans les délais, Génération Écologie, ils ont eu 6 mois de privation de reçus fiscaux. Ça veut dire qu'en fait, pendant 6 mois, ils n'ont pas pu mettre de reçus fiscaux, puisque vous savez que les dons aux partis politiques sont déductibles de vos impôts à 66%. Et bah là, ils n'ont pas pu les émettre. Donc des gens qui ont donné 100 euros et qui pensaient récupérer 66 par les impôts, et bah ils ont bien dû en donner 100 finalement. Et ils n'ont rien récupéré. C'est ballot quand même. C'est ballot. Et autre chose, il ne faut pas confondre les adhérents et les militants au sens de l'activité. C'est-à-dire qu'on peut être adhérent d'un parti sans être physiquement présent aux réunions, sans être présent sur le terrain, sans être... Ah oui, oui, adhérent, il suffit de payer sa cotisation. ça. C'est pas un engagement, c'est juste un soutien. Enfin, techniquement, c'est qu'un soutien. C'est un soutien financier, exactement. Alors que l'adhérent, le militant, il va venir, il va mouiller la chemise, ne serait-ce qu'en venant aux réunions, mais et aussi en faisant campagne. Et bonjour, Miko Barou, salut! Alors, est-ce que c'est plus ou moins que l'UPR? Alors, bah, d'après ce que j'ai compris, oui, mais alors l'UPR aussi est champion dans le fait de mélanger actuels et Et anciens passé. adhérents, puisque il compte les 2 années précédentes, même si les gens sont pas à jour, donc c'est un peu facile aussi. Salut Tibbs 87400, à Zurich, les adhésions à l'RM et FI sont gratuits. Non, exactement, exactement. En fait, ces deux partis, hein, n'ont pas d'adhésion en fait. Ils ne tiennent que sur les dons et puis bien sûr le financement public à partir de cette année. Et Ok. en fait, pour être adhérent, être considéré comme adhérent, il suffit de s'inscrire et de recevoir la newsletter. Donc moi, techniquement, je suis militant de ces deux partis puisque je reçois les newsletters. Adhérent. Adhérent, pardon, oui. Oh là, quel lapsus. Merci. Terrible. Terrible. Et alors, il y avait une question plus haute sur est-ce que Delphine Bateau quitte le groupe Oui, j'ai vu parlementaire. Et alors, je sais plus qui l'avait posté, mais elle va effectivement siéger chez les non-inscrits. Donc, elle ne bénéficiera plus du groupe ex-socialiste. Et alors, oui, il y a des questions sur le fait qu'elle prenne la tête du parti comme ça, juste comme ça, comme si elle était embauchée par une entreprise pour entrer au CA. Moi aussi, ça m'a frappé, c'est effectivement assez bizarre. Il y a ils vont faire élection. aucun processus électoral, aucune élection. Pietrasanta et le comité, le bureau en fait du parti a dit on prend, euh, on prend Delphine et Delphine Bateau va arriver et les adhérents donc et les militants n'auront pas leur mot à dire si tant est que s'ils sont que 200 comme on pense, ils- qu'est-ce qui pèse face aux dirigeants? Je sais pas. Et donc c'est assez bizarre effectivement cette façon de faire, façon mercato de football ou embauche dans un comité d'administration. Voilà, je cherchais le mot. Un comité d'administration. C'est des pratiques assez étranges, je dois dire, parce que même les partis les plus verticaux actuellement font un effort quand même. Je veux dire, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux dans l'élection de Castaner, par exemple, à La République En Marche, mais au moins les adhérents ont pu voter, quoi. Il y avait les formes. Là, je ne sais même pas d'avoir les formes, en fait. Et je dois dire que ça me surprend un petit peu. Voilà, JA25, t'as tout à fait raison. Voilà, c'était Castaner. Il y a une élection pour la forme, et il y a plein de partis où effectivement il y a une élection pour la forme. C'est au moins quand même. Oui, ils respectent la forme, quoi. Alors, Nibal 01 vers un groupe La Salle et Bateau. Non, ça m'étonnerait. D'une part parce que quand même ils sont aux antipodes politiquement. Par exemple, Delphine Bateau, on a peut le faire plein de reproches, mais elle est quand même un peu écolo, ce que n'est pas du tout Jean Lassalle. Et surtout elle est de gauche, ce que n'est pas non plus Jean Lassalle. Pas tellement. Et donc en fait, même le modem était trop à gauche pour Jean Lassalle, donc il a fini par en partir. Et donc non, il n'y aura pas de groupe commun, d'autant que 1 plus 1 ça fait 2, et que c'est pas du tout suffisant pour faire un groupe, et que même en prenant des non inscrits, non, ils n'arriveront pas à faire de groupe.
Est-ce qu'on peut envisager éventuellement que Delphine Bateau rejoigne le groupe de, alors je vous les guillemets, centre-gauche, qui se murmure à l'Assemblée avec les non-soutiens LREM à la loi Asile et Immigration, ou est-ce qu'elle est trop loin de Macron pour ça, à ton avis? Bah déjà, est-ce que ce groupe de gauche scissionnaire de LRM va se monter, quoi? C'est ça D'accord. la principale question. Parce que les fondeurs aussi avaient parlé d'un groupe, et par exemple sous Hollande, et on l'a jamais vu. Donc en fait, tout ça, c'est quand même c'est quand même lourd de quitter son groupe et de partir. Je suis pas sûr que, enfin, ça se fait pas à la légère, donc je pense pas qu'ils le fassent. Peut-être une façon de marquer leur indépendance d'esprit, mais ils vous diront pas jusqu'à partir. Je pense pas. Enfin, je peux me tromper, hein. Alors Jean, est-ce que ça se dit à voix haute ce genre de pseudo? C'est Monsieur Jean Bip 666. Ils sont combien les fondeurs de la loi immigration? Eh ben on sait pas trop en fait, parce qu'il y en a un seulement qui a voté contre. Il s'est fait d'ailleurs virer du groupe. Il a Il a démissionné du démissionné groupe, du groupe dans les officiellement en sièges tout avec cas. les noms inscrits. Peut-être qu'il va rejoindre Delphine Bateau, qui sait. Bah, c'était un peu ça la réflexion. Est-ce que eux, ils vont joindre leurs forces? Ah, il y en a qu'un seul qui a démissionné, donc les autres je les vois pas démissionner en fait, hein. Ils sont quand même dans un mélange, ils mélangent la chèvre et le chou. Et pour l'instant, je les sens bien rester, hein. Il y en a 14 qui se sont abstenus, et surtout il y a eu 60 à 80, la mémoire, enfin le chiffre exact Ouais. m'échappe, qui sont partis aux toilettes, ou qui sont pas venus, ils étaient pas là quoi, tout simplement. Il était dimanche soir, il était tard, ils préfèrent peut-être avec leur famille, ou je sais pas moi, aller se coucher. Et bah ils ont pas voté. Et ça c'est une méthode bien commode dans une assemblée quand vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose mais que vous pouvez pas voter contre, et ben vous partez opportunément. Ça se fait beaucoup aussi dans les conseils municipaux. Vous voulez pas voter quelque chose, vous êtes contre, mais c'est trop lourd symboliquement de voter contre. Et ben vous partez, simplement. Et ben c'est ce qu'ils ont fait, c'est 60 à 80 députés. Et ben comme ça ils ont pas voté. Et je dois dire que ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Et ça prouve à quel point ce texte a divisé au sein du groupe LREM. Mais là on s'éloigne du sujet. Euh, voilà, c'est ça à Zurich. Le vote était un dimanche soir, ou une épidémie de gastro, d'après Jean Marquin. Exactement. Euh, C'était un dimanche soir parce que c'était juste avant les vacances parlementaires et que le gouvernement et le président de l'Assemblée voulaient que la loi passe avant les vacances C'est parlementaires. ça, sinon il fallait voter après, et ça devait mettre un beau bordel dans le calendrier parlementaire, parce que ça décalait tout à la rentrée. Et je pense qu'ils voulaient pas, parce que je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Une attitude de lâche, genre bip 666. Non, c'est pas lâche, c'est une manière de composer entre différentes loyautés. Entre ta loyauté au parti, ta loyauté au groupe, ta loyauté à tes idées, et ben il faut faire quelque chose. Enfin, voilà, c'est un moyen de composer. Pour, je sais pas, être au clair avec ta propre conscience, et, euh, et puis ne pas commettre l'irréparable envers le groupe, puisque donc, pas Castaner, mais Ferrand, euh, Richard Ferrand. Richard Ferrand, voilà, c'est son prénom qui m'échappait, a viré le seul qui avait voté contre, l'a fait démissionner, quoi. Et donc, par contre, quand tu t'es juste abstenu ou que tu n'étais pas là, et ben, bon, le doute plane, donc on peut toujours dire que qu'on peut pas te virer, quoi. Alors. Bon, bah là, on a fait le tour sur bateau, mais ça m'intéressait d'en parler parce que voilà, met la lumière sur un petit mouvement écologiste, enfin un petit parti écolo, donc Génération écologiste, qui a navigué dans les eaux écolo pour aller jusqu'à la droite, revenir au centre, être aujourd'hui en fait en tant que satellite en fait des radicaux dans leur grande largeur, le mouvement radical. Et, euh, Et voilà, génération écolo pour Personnel 44. Oui, c'est ça, exactement. On se demande même si c'est pas fait exprès là actuellement pour jeter le trouble, et qu'on confonde avec Génération, le parti mouvement de Benoît Hamon. Mais bon, après, je veux dire, quand même, c'est pas du tout la même assise politique, ni le même nombre de militants, parce que je crois que quand même il y a plus de militants chez Génération, donc avec Benoît Hamon, que Génération Écologie, malgré l'arrivée de Delphine Bateau. C'est la foire au jeu de mots quand même, hein. Merci Eliazam pour le bateau qui navigue dans les eaux, voilà. Et un peu bateau cette explication par The Knacker. Ta, ta, ta. Ok. Bien. Alors, il y a eu plein de questions sur les mouvements de jeunesse la dernière fois, si je me rappelle bien.
Et ça tombait bien parce qu'en fait, on a une crise c'est chez les jeunes socialistes qui est en train de se régler après tout un feuilleton. Donc, on va pouvoir arrêter avec les jeux de mots, même s'il y en a un dernier là qui est très bien là de Gultix bateau à la barre. Merci. Dommage que Raymond Barre ne soit plus là parce qu'on aurait pu faire plein de jeux de mots entre bateau, les centristes, Raymond Barre, les radicaux. Ça aurait été génial, mais Raymond n'est plus là. Donc, comme dit Arcturus, une crise chez les jeunes, c'est la puberté. Non, n'exagérons rien. Parce que la puberté pour le MJS, quand même, ça a plus de 20 ans, ça fait longtemps que c'est parti. Donc là, vous allez voir le beau logo du MJS qui va apparaître. Voilà. Mets-le sur du clair parce que. Ah, si c'est bon, on voit bien, ouais. Si, ça va, ça Voilà, passe. ouais, tac. Ah, mais. Laisse la régie faire son travail. Je laisse la régie faire son travail. Et donc, en fait, c'est une crise chez le MJS, puisqu'en fait, la plupart des dirigeants du mouvement des jeunes socialistes étaient pour Hamon, en fait. Et que donc, avec le départ de Hamon, eh bien, il y a beaucoup de cadres du mouvement de jeunesse qui voulaient partir et qui, en fait, voulaient simplement aller fonder les jeunes générations avec les meubles et les fichiers du MJS. Mais bien sûr, plein de gens n'étaient pas d'accord, hein, notamment le Parti Socialiste d'abord, et puis les gens du MJS qui restaient fidèles au Parti Socialiste. Donc il s'en est suivi une crise pour dire à la présidente du Parti Socialiste, du MJS, qu'elle pouvait partir si elle le voulait, mais qu'elle pouvait pas garder son titre et qu'elle pouvait pas partir avec les murs de la maison en fait, tout simplement. Et donc c'est en voie de règlement actuellement, puisque j'ai pu lire dans un article du Parisien du 29 avril que un terrain d'entente avait été trouvé. Alors il faut savoir que on parle d'une crise entre une vingtaine de personnes qui sont les cadres en fait nationaux du MJS, mais c'est quand même plusieurs centaines d'adhérents sinon. Et, euh, et donc les gens qui voulaient partir pourront partir fonder les jeunes générations. Je sais pas comment ils s'appelleront, hein, peut-être génération jeune, point S jeune, ou jeune.s, je sais pas. Mais que il fallait qu'ils laissent le logo, etc. Les meubles en fait au MJS. Et voilà, donc Sachant que théoriquement, c'est quand même relativement indépendant du PS, le MGS, alors statutairement. statutairement oui, maintenant la plupart du budget du MJS ainsi que les bureaux qui étaient dans Solferino et qui maintenant sont à Ivry-sur-Seine, donc c'est quand même dans les mêmes locaux que le Parti Socialiste. La plupart des adhérents au MJS sont aussi adhérents au Parti Socialiste. Et le budget, j'en ai déjà parlé en fait. Mais non, l'autonomie, elle est que en fait dans une certaine prise de position politique. Et c'est tout en fait, hein, parce que même on peut voir que dans les congrès, le MJS est pas du tout autonome et se retrouve en fait souvent euh, à un terrain d'enjeu en fait pour les votes, puisque souvent le bureau prenait fait et cause pour un des courants au Parti Socialiste, ce qui n'allait pas sans provoquer quelques petits problèmes, parce que tout le monde ne le voyait pas de cet œil évidemment. Je trouve joli le logo quand même, hein, depuis il était moins beau avant. C'est sympa. Alors Gutix, est-ce que le MJS c'est l'UNEF? Non, pas du tout. Le MJS c'est bien le mouvement de jeunesse affilié au parti et l'UNEF c'est un syndicat étudiant. Alors évidemment, l'UNEF était très affilié au Parti Socialiste et la plupart des gens de l'UNEF, au moins les cadres et les dirigeants, étaient aussi adhérents du Parti Socialiste. Mais par contre, par exemple, je parlais d'une vieille élection, mais en 2005, quand il y avait eu le référendum sur la Constitution européenne, le TCE, eh bien l'UNEF a fait campagne pour le non, alors que le Parti Socialiste faisait campagne pour le oui. Donc ça, là aussi ça a créé des frictions, mais ils ont chacun pu faire leur petite campagne. Et effectivement, en fait, depuis que l'UNEF est moins noyauté par le PS, alors je sais pas s'ils sont plus à gauche, mais en tout cas ils sont plus autonomes dans leur choix politique. Par contre, ils ont perdu beaucoup de terrain puisque ils sont plus du tout le parti, pardon, le syndicat majoritaire étudiant, c'est la FAGE, FAGE, qui aujourd'hui est majoritaire au niveau national. MJS, c'est la boîte à macho du PS. Non, il y en avait aussi bien un peu partout, hein. Et d'après J. Marquin, est-ce que DSK est passé par là? Non, DSK il est pas passé par. DSK c'est pas le MJS. Il y avait quelques soutiens de DSK MJS, mais c'était ultra minoritaire. Et
Ah, j'ai du mal à lire en parlant, mais c'est drôle. Depuis que l'UNEF se fait tabasser par la Fage, ils sont salty. Bah voilà, c'est ça. C'était bien ce que je disais. Ils ont perdu la majorité et ils sont beaucoup moins influents. Et d'ailleurs, ça s'est vu puisque dans le conflit actuel sur la loi ORE, c'est pas du tout l'UNEF qui a pris la tête du mouvement étudiant. D'ailleurs, il n'y a pas de syndicat réellement étudiant qui a pris la tête du mouvement. Et ça peut expliquer aussi pourquoi aussi peu de facs sont partis, enfin se sont retrouvés en grève ou occupés et que le mouvement n'a pas tant pris que ça en fait. Par rapport à un mouvement comme en 2006 sur le CPE, où là, l'UNEF était à fond dedans et ça avait bien pris. Voilà. Je ne défends pas l'UNEF, hein, j'ai jamais voté pour eux. Ah, attends, si, une fois. Mais, mais en l'occurrence, pour le coup, leur perte d'influence peut se retrouver dans le fait que le mouvement étudiant a eu beaucoup moins de succès que les mouvements précédents. Bonjour le gros gag, tu viens d'arriver et ben on parle en fait des partis politiques et on a parlé un peu des films bateaux juste avant et là on parlait de la crise au MJS qui se terminait avec Génération. Et plus généralement, là, on était parti sur l'UNEF et la FAGE. L'UNEF est pas trop apprécié dans les blocus actuels, d'après J. Marquin. Je suis pas dans les blocus, donc je sais pas. Mais j'ai vu que l'UNEF, quand même, était plus actif que la FAGE, qui, pour le coup, a pas du tout suivi le mouvement. Euh, et donc ça peut expliquer aussi que plein de facs n'ont pas suivi. Parce que quand vous avez un syndicat étudiant qui décide de bloquer une fac, c'est peut-être plus efficace que si c'est juste des personnes autonomes. Alors, on parlait de bateau, The Knacker, et toi, tu rames. Merci. Ouais, là, je rame un peu. Je rame, je rame. Et la régie m'aide pas. C'est comme ça qu'on apprend. Ouais, j'apprends à la dure. En plus, je veux remonter le chat, et en fait, j'ai pas la main sur l'écran du chat. Il faut que j'apprenne. C'est pas grave. Merci. Si c'est pas grave, ça va alors. Et alors, je sais que la dernière fois, quand on a parlé des partis et des mouvements, que on a expliqué la différence, on me demandait si on allait parler des mouvements, et pourquoi surtout il y avait des mouvements de jeunesse. Et alors c'est simplement parce que ça permet aux plus jeunes dans les partis en fait de militer entre eux, un peu comme ils l'entendent sur leur sujet, et sans forcément se prendre la tête avec tous les enjeux internes du parti et les élections notamment, euh, qui est quand même le principal sujet des partis. Et après par contre selon les différents partis, l'autonomie de ces mouvements de jeunesse est plus ou moins prononcée et assumée. Pour faire simple, mais alors très simple parce qu'après il y a des petites subtilités. À droite, les mouvements de jeunesse sont complètement intégrés au parti. Et ça sert vraiment d'école de cadre et de repérage des talents et des potentiels, quoi. C'est-à-dire les jeunes frontistes, les jeunes républicains. Et les bureaux, les dirigeants sont carrément nommés par la direction du parti. Comme ça, c'est plus simple. Et alors que bon, à gauche, en fait, l'autonomie, les structures sont séparées du parti. Au moins au niveau statutaire, il y a des statuts. Ils ont leur propre budget. Mais par contre, après, l'autonomie réelle, elle est variable selon les partis et les époques. C'est-à-dire que les mouvements de jeunesse du Parti socialiste, par exemple, a été plus ou moins autonome en fonction des dirigeants socialistes. À l'époque de Mitterrand, par exemple, hors de question qu'il y ait un mouvement autonome, puisque c'était considéré comme l'école du vice. Mais au cours des années 90, eh bien, sous l'impulsion notamment de Benoît Hamon, qui aura d'ailleurs toujours gardé une influence assez forte au sein du MJS, eh bien, le MJS a pu s'autonomiser et devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et justement, ça explique pourquoi les dirigeants étaient très très pro Hamon et sont donc partis le rejoindre. C'est qu'en fait, Benoît Hamon, malgré son âge avancé, donc n'a jamais vraiment quitté le MJS et a toujours gardé de forts contacts avec les adhérents de ce mouvement de jeunesse. Bonjour, la passe un linge 1, le pays est en train de crever et ça parle de petits partis aux petits cars inutiles. Eh bien, ouais, alors je sais pas si le pays est en train de crever, mais en tout cas, on parle de petits partis parce qu'effectivement, ces petits partis, ben, ils sont parfois au pouvoir et que c'est la vie politique du pays et que ça a de l'importance malgré tout. Alors le gros gag, est-ce qu'il y a du monde au MJS? Je sais pas combien il y a de personnes. Je dirais qu'il y a 2 à 3 000 adhérents et plusieurs centaines de militants actifs. C'est quand même un mouvement assez important de jeunesse de parti. Donc il y a plusieurs dizaines de milliers d'adhérents au PS. On peut dire que ouais, quelques milliers d'adhérents et une centaine de militants actifs au MJS, ça me paraît plausible.
Le mouvement revendique actuellement 7500 adhérents. Voilà, bon, j'étais à peu près dans les clous. Un chiffre vraisemblablement exagéré selon certaines sources. Oui, sûrement que... C'est un ordre d'idée. Voilà, on peut diviser par deux pour avoir un ordre plus réel peut-être, ou prendre les deux tiers, et puis prendre 20% pour avoir les actifs. Sachant que le site officiel n'est pas disponible actuellement. D'accord, ah bah non, effectivement. Donc c'était un des problèmes de la lutte avec le départ donc des dirigeants, c'est que les clés numériques du parti, tous les réseaux sociaux, le site web étaient dans les mains de ceux qui voulaient partir, et donc forcément ça a tout coupé. Fanny Dufos, 4000 l'apparentique du Parisien. Ça va être le même article que j'avais lu, c'est pour ça que j'ai dû sortir ce chiffre de 3000. C'est l'ordre de grandeur que j'avais retenu. Et C'est comme les manifs, hein, selon la source. c'est selon la source, ouais. Mais bon, le Parisien m'a l'air mieux informé que l'autre article que Sylvain nous a lu, parce que 7000 ça me paraît beaucoup en fait. Ça me paraît beaucoup. Alors Gultix, tu dis que les proportionnels, les partis avec la proportionnelle, les petits partis seront faiseurs de roi. Alors c'est vrai si la proportionnelle elle est intégrale. Par contre, avec ce qui est préparé actuellement, c'est que 15% de l'Assemblée, bon, ça va pas faire grand-chose quand même. On n'aura pas une situation à l'israélienne, par exemple, où un parti qui a 3 élus peut se retrouver à faire la majorité ou la défaire. Ce sera impossible. Impossible. Charles Maurice, les batailles d'adhérents que les batailles autour de quelques centaines d'adhérents soient des crises nationales pour les partis. Alors oui, mais le truc c'est que c'est vrai que c'est bizarre. Des fois on parle beaucoup de débats entre quelques dizaines de personnes, mais comme c'est des gens qui sont les dirigeants de ces structures, et ben forcément ça a de l'influence, puisque en fait ces dizaines de personnes en fait ont derrière elles des centaines de personnes. Et en fait c'est la structure du parti quoi, qui débat. Et en fait elle se retrouve on trouve toujours en fait quelques personnes. C'est comme un débat présidentiel en fait, hein. Vous retrouvez avec au deuxième tour deux personnes qui débattent et ça engage des millions de personnes. Toute proportion gardée, c'est à peu près la même chose. Hop, hop. Alors, si, alors les jeunes avec Marine, si, je sais plus si c'est la question est posée par Asrar Media ou Nibal, s'il y a les jeunes avec Marine. Alors oui, je sais plus comment ça s'appelle, c'est les jeunes frontistes ou les jeunes avec Marine. Le Front National de la Jeunesse. FNJ, voilà, merci. C'est le FNJ, mais qui n'est pas du tout autonome en fait, hein, et dont le dirigeant est nommé par Marine Le Pen elle-même. Et donc c'est plus simple, hein, ça évite des petites histoires de démocratie interne. Alors, l'UNEF envoie des délégués dans les facs, donc ils doivent pas avoir du monde partout, et la FACH s'appuie sur les BDE. Donc c'est ton BDE. Oh, je connais plus assez les facs pour pouvoir en parler, mais c'est vrai qu'historiquement, Perceval, tu as raison, la FACH avait un historique plus type BDE que l'UNEF qui est très politisé. Et la FACH s'est montée comme ça en opposition à la politisation de l'UNEF, et ça finit par payer. Mais après, là aussi, hein, les élections étudiantes, c'est quelques pourcentages de participation, donc il suffit d'avoir 30 votants de plus et vous gagnez quoi. Donc des fois, il suffit d'être plus nombreux à avoir des tracts le matin de l'élection et vous avez gagné vos places au Crous. Attention à la régie, je bois un coup. Je suis hyper attentif à cette situation. Ah, une double ration, Ouais, j'abuse, hein. c'est fou, J'abuse. terrible. Alors le gros gag, l'UMP s'organise comment les jeunesses? On dit LR maintenant s'il te plaît, hein. C'est les Républicains. Les Républicains c'est facile en fait. Ils, euh, ils nomment en fait. Là récemment, alors j'ai pas, c'était la semaine dernière. Il y a eu une polémique là-dessus la semaine dernière d'ailleurs. Oui, parce qu'en fait Laurent Wauquiez a donc nommé le bureau et il a renommé quelqu'un qui avait déjà créé une polémique. Et alors c'est dommage, j'ai pas, je pensais avoir mis le lien vers l'article là dans mes notes et je l'ai pas. Mais disons que il a nommé quelqu'un qui avait fait polémique en fait avant. Donc vous retrouverez ça en fait, c'est la semaine dernière. Donc mais bon, voilà, il se pose pas tant de questions non plus, hein. On prend Laurent Wauquiez, il prend les noms, ils deviennent au bureau des jeunes républicains et hop, c'est bon. Nibal 01, t'as de la mémoire. Stéphane Tiki, effectivement, un jeune qui n'avait pas ses papiers à jour. C'était assez triste comme histoire d'ailleurs parce que pour le coup le mec était assez investi et du jour au lendemain plus personne ne le connaissait parce qu'il n'avait pas ses papiers à jour.
Et franchement, là, je dois dire qu'ils n'avaient pas été très classe, l'UMP à l'époque. Mais d'ailleurs, Stéphane Tiki est toujours adhérent. Et, euh, et il en a pas voulu en fait. C'est une drôle d'histoire. Drôle d'histoire. The Knacker, je l'ai marqué dans mes Death Note. Non, j'ai pas de Death Note, hélas. Non, non, mais d'ailleurs, je sais pas ce que j'en ferai en fait. Je partage un article Ah, d'explication sur ce qui s'est voilà, très passé. bien, merci. Donc, c'est un article du JDD. Ça va être celui que j'avais vu en fait, puisque c'était un dimanche. Il faisait froid et on lisait la presse. Comme en 1940. Euh, Alors, le gros gag, quand tu trouves. Excusez-moi, juste une Vas-y, précision, c'est un bureau provisoire qui a été nommé par Laurent Wauquiez. Il y d'accord. aura des élections les 13 et 14 octobre chez les Jeunes Républicains. Ok, merci pour la précision. Alors, quelles activités tu fais dans un parti de jeunesse? Alors, c'est un mouvement de jeunesse, hein, c'est pas un parti justement. Pour le coup, la différence, elle est nette. Euh, tu en trouves, alors tu fais souvent campagne pour les aînés quand même, alors parce qu'il y a ce défaut de considérer les mouvements de jeunesse souvent comme un réservoir de main-d'œuvre bon marché, des bras jeunes et motivés pour aller coller des affiches à 2 heures du matin, ou distribuer des tracts à 6h30 au RER. Mais bon, c'est aussi un lieu de débat. Parfois pas forcément d'idée que le parti défendra quand les élus actuels seront morts et enterrés. Nibal 01, tu es mauvaise langue. Tu peux être un, tu peux être un, aussi un réservoir d'idées pour le parti. Des fois, tu te retrouves. Alors, un des défauts, c'est que souvent le parti vient voir le mouvement de jeunesse uniquement pour ce qui concerne la jeunesse, alors que bon, les jeunes ont des idées aussi sur d'autres trucs, hein. Mais par contre, c'est aussi un moyen pour des jeunes entre, disons, 20 et 30 ans de discuter et surtout de faire valoir leurs idées de la manière qui leur convient le mieux, par des actions que les plus vieux auraient pas forcément envie de faire. Tout ce qui est action un peu rigolote en centre-ville ou des vidéos sympas, tout ça, il y a une liberté d'action qui est supérieure. Alors jusqu'à quel âge les mouvements de jeunesse? Alors selon Jean Cul, allez je le dis, Jean Cul 666 et Nibal 01, vous avez une question sur l'âge. Alors ça dépend des mouvements. Il y en a c'est 28 ans, d'autres c'est 30. Je sais qu'il y en a qui vont jusqu'à 35. Alors bon, j'avoue, c'est un peu beaucoup quand même. Mais en fait, ouais, c'est autour de 30 ans quoi. Mais de ce que j'ai constaté, c'est que souvent l'installation en couple et l'arrivée du premier travail, enfin du premier emploi en tout cas, marque souvent la fin en fait de l'adhésion au mouvement de jeunesse pour passer soit pour arrêter, soit pour aller au vrai parti en fait. Est-ce qu'il y a un âge minimum, le gros gag? Alors oui, bah déjà il y a l'âge légal de 18 ans pour l'accord, enfin sans l'accord des parents, mais la plupart vous pouvez adhérer à 15 ou 16 ans, ça pose pas de problème. C'est plutôt rare, hein, ça concerne quand même une minorité d'ultra engagés qui ont des familles très politiques. Et c'est vrai que je suis d'accord avec Ofu, on n'a plus l'hip-dub de jeunesse, de mouvement de jeunesse et ça manque beaucoup. On avait beaucoup C'était mieux ri. avant, hein, quand même. C'était mieux avant les mouvements de jeunesse. Les jeunes UMP avec Benjamin Lancard nous avaient fait beaucoup rire. Et tout ça, ça n'existe plus. Et c'est vrai que c'était l'âge d'or des jeunes UMP à ce moment-là. Et je crois que c'est justement à cause de ce genre de dérapage que l'UMP a repris la main sur ce mouvement de jeunesse parce que ça faisait n'importe quoi en fait. Et je crois que c'était pas trop leur style et ils voulaient arrêter tout ça. Alors que vous prenez justement le MJS ou les jeunes écolos ou les jeunes même les jeunes communistes, et ben ça ils ont leur autonomie un peu supérieure en tout cas au moins dans leur sujet. Et il y a eu un lip dub des jeunes écolos avec la boulette de Diams il y a 2 mois, je vais aller le voir. Ah bah écoute, poste le lien parce que je le connais pas. Moi, le seul lip dub écolo dont je me rappelle, c'est celui de 2009. D'ailleurs, si vous regardez attentivement, vous pourrez me retrouver dedans. Mais Oh, le défi qu'il oh, fallait pas lancer. tac. Mais j'assume, il est encore en ligne. On était bien. Il avait son petit succès. Voilà, merci Javal 5, va chercher. Va chercher. Mais c'est dur, je suis dans un groupe. Alors, chez 54 580, des jeunes communistes, c'est pas oxymorique. Mais non, tu peux être communiste et être jeune. Mais je crois que d'ailleurs, ils ont la limite à 35 ans. À vérifier. Ils font partie de ceux où c'est les plus vieux. Et les jeunes UDF, alors Gultix, les jeunes UDF, ils n'existent plus, puisque l'UDF n'existe plus. Et on le surnommait les jus de fruits, parce que jutf, voilà. Mais après, c'était les jeunes modems, ou Ils avaient fait une vidéo les jeunes Kabayrou. démocrates. Quoi?
Ils avaient fait une vidéo qui s'appelle Cabairo. Cabairo, comme Et- Camaro à l'époque? Exactement, D'accord. une reprise de qualité. Ok, ça nous rajeunit pas parce que Camaro, je sais pas s'il fait encore de la musique, tu vois. Mais est-ce qu'il en a déjà fait? D'accord, C'est un autre débat. d'accord. Et oh bah non, on a pas de lien dans le chat, zut. Désolé Dibal, comment on va faire? Faudra le mettre en commentaire de la description, dans le commentaire de la vidéo de replay sur YouTube. Ok, sinon tu le donnes à la régie et on le poste. On met Oui, juste une image. mais non, mais on le mettra en commentaire de la vidéo YouTube, ça On fera mettra. améliorer le référencement. Super, merci. Voilà. Ah bah tiens, Yazam, est-ce que Luper fait du... Bah non, parce que il durait 4h30. Il faudrait qu'il trouve la chanson. Peut-être un opéra. Ce serait drôle. L'opéra de François Asselineau. Voilà, Arcturus, t'as raison, ça s'appelle les conférences. Exactement. Mais c'est beaucoup moins drôle. C'est une question d'appréciation, ça. Voilà, après, ça dépend hein, si tu regardes au deuxième ou au quatrième degré. Est-ce que vous avez encore des questions là sur les mouvements de jeunesse? Par l'âge, c'est vite... Vous connaissez l'opéra, voilà. C'est l'expérience à faire l'opéra d'ailleurs. Je sais pas si vous êtes allé à l'opéra, mais c'est bien. Et si vous êtes jeune, vous avez des places moins chères en général. Faut en profiter. Moi, je peux plus. Est-ce que les jeunes insoumis existent? Alors oui, oui, le gros gag. En fait, chaque parti a son mouvement de jeunesse, hein. C'est bien simple. Et comme je dis, après, ça dépend un peu de comment c'est organisé, est-ce qu'il est autonome ou pas. Donc oui, il y a des jeunes insoumis. Après, à vérifier s'ils sont autonomes des insoumis ou pas. Hein, ça, c'est le problème. Mais oui, oui, il y a quelque chose, au moins au sein de la France insoumise, histoire quand même d'organiser les petits jeunes pour qu'ils puissent se retrouver, quoi. Bonjour Louis Lit 33, qui c'est que ça? C'est de moi que tu parles, c'est ça? Je pense qu'il parle de toi. Ouais, c'était moi, hein. Bah, je suis Adrien et je suis là pour Party Time, qui est, tu vois, le logo là, hop, qui est l'émission sur l'actualité des partis politiques. Et là, on est en train de discuter des mouvements de jeunesse au sein des partis. En parlant de jeunesse, le dernier album et le dernier single de Camaro est sorti en 2010. Voilà. D'accord, merci pour cette précision. La régie investigation a la réponse. C'est bien, c'est bien. Et tu n'avais que 20 ans à l'époque, je crois. Un peu plus. Un peu plus. À Zurich, est-ce que les insoumis sont tous jeunes? Ah, je crois pas. Mélenchon est-il jeune? Non, hein. Il était quand même sénateur dans les 80, hein. C'est dans la tête, la jeunesse. La jeunesse est dans la tête, ouais. C'est ce que disent tous les gens qui sont plus jeunes en fait. C'est ça. On dit ça à partir d'une trentaine d'années, je crois. C'est ça. Voilà, voilà. Voilà, GA25, c'est le fact-checking de Sylvain. Camaro, paf. Voilà, on sait. Moi, je sais à peine qui c'est en fait. Je me rappelle même plus de ce qu'il chantait vraiment. Il faudrait qu'on mette une musique là. Ouais, mais on aura des problèmes de droit d'auteur par la suite. Ah, on n'a pas le droit de streamer 10 secondes de Camaro. Si, mais on sera censuré après, c'est tout. Ah merde, bon, ok. Ce serait dommage. Non, 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 Mike Baro, là, on va pas. T'as raison, on va arrêter de parler de ça parce que sinon, effectivement, on va laisser croire qu'on regrette notre jeunesse alors que c'est faux. Ah, il y a des trucs bien, il y a des trucs moins bien. Et on va passer à la suite parce qu'il est déjà 15h30, 15h13 quand même. Alors, on arrête sur les mouvements de jeunesse et on va passer à l'union des gauches. Et après, on arrêtera de parler de la gauche parce que je m'aperçois qu'aujourd'hui, bah, c'était beaucoup la gauche, hein, donc faudra plus s'équilibrer sur la droite en fin d'émission et puis pour les prochaines fois quand même. Donne-moi ton rock, baby, ta soul, baby. Merci, Jean-Cul666. Très bien, c'est super. J'espère que le fait de chantonner mal du Camaro ne rentre pas sous le coup de la SACEM A priori, non. et qu'on va pas se faire kick, hein. Normalement, ça devrait aller. Voilà, alors bah, on va faire un truc là, on va parler d'union des gauches, et là aussi je vais parler d'histoire et tout. Parce que lundi dernier, il y a eu en fait un petit meeting, alors je dis petit parce qu'il était vraiment petit en fait, un petit meeting commun de 4 partis de gauche, donc en fait contre la politique de Macron. Et était présent en fait le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, EELV, l'Europe Écologie Les Verts, le PCF, le Parti communiste et Génération.S. Mais c'était bon, ça n'a pas été un très très gros succès, mais en même temps un succès un lundi soir, veille de 1er mai. Ah oui, il y a une image là, Sous la pluie. sous la pluie. Ah, j'ai pas prévu d'image pour ce rassemblement. Non, non, mais je vais t'en mettre une quand même. Ok, vas-y.
parce que je suis un mec Ah, t'es super. comme ça. Quel échec. Ah oui, ah joli. Mais c'est juste le logo de Génération là. Ouais. C'est pas le logo. Il n'y a pas de logo pour le rassemblement, hein. C'était. Alors effectivement, c'était un peu triste. Il y a 25, oui, bah voilà, il faisait froid, il pleuvait un peu. Lundi soir, veille de 1er mai, un lundi de pont à Paris. Enfin, laisse tomber. Je pense que avoir un succès aurait été très très compliqué. Et ça a moyennement bien marché. Et vous avez donc un très beau logo de Génération. Et en plus, pour vous dire un peu à quel point deux directions de parti y croyaient à mort, donc Génération et ELV n'ont pas envoyé les dirigeants du parti, mais des porte-paroles, puisque pour Génération c'était Guillaume Ballas et pour ELV c'était Sandra Rigol, hein, donc les deux respectivement porte-parole du parti. En fait, sinon c'était Pierre Laurent, qui est secrétaire national du PCF, et Olivier Besancenot qui en fait est porte-parole, mais bon, figure médiatique du NPA qui était envoyé. Voilà, donc en fait c'est une volonté de créer une union de la gauche ou des gauches, hein, ça dépend qui on parle. Et tout ça pour dire qu'en fait c'est parce que l'union à gauche c'est un peu le totem d'immunité quoi. C'est la condition sine qua non pour, euh, pour la réussite, puisque en fait à gauche on estime que aucune victoire n'est possible sans union de toute la gauche. C'est pas faux, hein, puisqu'en fait au cours de l'histoire du XXe siècle, la gauche a surtout gagné quand elle s'unifiait autour de quelques partis. Et ça remonte à loin, hein, parce que par exemple, vous avez eu le cartel des gauches en 1924, puis le Front populaire en 1936, hein, le Front populaire, hein, les congés payés, la semaine de 40 heures, j'espère que je dis pas de bêtises. Euh, et ensuite, l'alliance derrière Mitterrand en 1965, hein, puisque c'était le candidat unique contre De Gaulle. Il avait fait 44% au second tour et 31% au premier. Le programme commun du PS et du PC en 1974, où Mitterrand n'a perdu que de 400 000 voix. Donc c'est moins que les 600 000 voix après de Jean-Luc Mélenchon. Et en fait, c'était le programme commun avec le PC qui était un programme de 110 propositions communes, repris en 81. Et là, victoire. En 81, Mitterrand est élu président de la République. Enfin. Donc en fait, l'union de la gauche, ça suffit pas, mais visiblement, c'est la seule condition qui permet à la gauche de gagner. Et en fait, c'est vrai qu'en 97, reprise de cette union de la gauche, ce qu'on a appelé la gauche plurielle, et là aussi, donc Chirac dissout l'Assemblée nationale, et la gauche s'unit avec les Verts, le PC, le PS et le mouvement, le MRC avec Jean-Pierre Chevènement. Et Le Parti radical de gauche il y aussi. avait le PRG aussi, ouais. Ouais, il y avait le PRG. Et c'est la dernière fois, en fait, de mon point de vue, qu'il y a eu une véritable union de la gauche, puisqu'en fait, après toutes les unions de gauche, c'était que des accords de parti à parti sans accord global. En 2007-2012, c'était toujours à chaque fois des accords soit vers PS, soit PS-PC, ou PC vert, mais jamais un accord global aussi cohérent que la gauche plurielle. Donc là, en fait, aujourd'hui, enfin lundi dernier, on a eu une tentative, un début de tentative de rassemblement du PCF, de Génération, de ELV et du NPA. Fanny Dufos, Hollande a gagné sans union de la gauche alors. Bah c'est un peu vrai en fait, sauf que quand même tout le monde s'est rangé derrière lui et qu'il y a eu un accord, des accords bilatéraux en fait, puisqu'il y a eu le fameux, surtout l'accord entre les Verts et le PS, juste avant en fait que Hollande soit désigné candidat par la primaire. Et bon, après, le truc, c'est qu'il a un peu piétiné, il en a fait ce qu'il voulait. C'est d'ailleurs un des trucs qui a conduit après à la rupture de cet accord au cours du mandat. Comme quoi, les accords, c'est peut-être bien de le respecter aussi. The Knacker, la droite est plus unie que la gauche. Je dirais pas ça, c'est juste qu'il n'y a pas le même rapport entre les structures partidaires, quoi, les partis à droite et à gauche. Il y a moins de partis à droite qu'à gauche. Et que, en fait. La droite est peut-être parfois plus consciente de sa force quand elle sait qu'elle est forte pour s'unir, alors qu'à gauche c'est toujours plus compliqué quoi. Il faut voir que les partis à droite, c'est aussi des unions de partis souvent. T'as l'UDI qui est une union de partis, l'UMP à Oui. la base, c'est plusieurs partis aussi qui se sont unis, Ouais, mais qui devait même se fondre, d'où le problème qui qui fait devaient que se fondre. voilà, Mais puisque c'est là que le modem a pas accepté et que l'UDF a disparu par et exemple. que le modem s'est créé. Tu m'arrêtes si je me trompe, Non, mais non, il mais me c'est semble que ça, c'était mais ça. l'UDI s'est quand même créé entre le MoDem et l'UMP.
Il y a quand même plusieurs partis. Il y a Debout la France, il y a les gros partis Debout la France, le FN, mais il y a plein de petits partis autour qui Oui, gravitent. Il y a le parti de, comment elle s'appelle? Christine Boutin, oui, c'est vrai, le comment il Parti s'appelle? chrétien-démocrate, Voilà, c'est le ça. PCD. Qui avait même un candidat à la primaire de la droite l'année dernière, il y a C'est 2 ans, vrai, il devrait bien avoir un député qui traîne aussi. c'était Frédéric Poisson, le candidat, je C'est crois. ça. Ah, Iliasa, le nouveau centre existe-t-il encore? Ah, bonne question, mais je crois pas, ils ont dû se fondre dans l'UDI, non? L'UDI, c'est un Une parti de conf... parti, Un donc, parti de parti. donc le nouveau centre, ça a dû être remplacé par les centristes, je crois. C'est bien, on va parler un petit peu de l'UDI à la fin, là. Est-ce qu'ils font un truc? Oui, ça s'appelle les centristes maintenant. Les centristes tout court, Mm, d'accord. mm. Au niveau C'est la de- mode maintenant, c'est les En Marche, les Patriotes, les centristes, les générations. Les noms des partis sont plus marketing qu'historique maintenant. Les centristes d'Hervé Morin, voilà. Merci d'Ibal 01. Mais bon, à l'audience colossale, hein, puisque vous voyez que je l'avais même oublié. Je vais rajouter à ma liste des partis à regarder, mais je suis pas sûr qu'ils aient une grosse actu. Charles Maurice, la droite est plus bonapartiste. Bah oui, c'est vrai. Euh, Effectivement, ils ont plus la culture du chef, donc ils se rangent plus derrière un chef. Mais parfois, le problème, c'est que bah, ils multiplient les chefs et donc ils se rangent tous derrière plein de chefs différents. Et ce qui peut poser des problèmes. Mais bon, ils sont capables de créer des grosses confédérations de partis un peu plus puissantes. Mais bon, à la gauche, ça savait le faire et aujourd'hui, c'est plus compliqué. Mais c'est ça, ça part. Ce serait intéressant d'en discuter parce que ouais, on voit que c'est pas si simple et que quand on dit que il y a plus de partis à gauche, on retrouve toujours plein à droite finalement. Mais c'est vraiment des tout petits partis quand même. Non, t'es pas d'accord, Sylvain? Charles Maurice et non des partis ont toujours été marketing. Bah non, enfin, bon, ils étaient moins. Ils étaient plus. Pardon, j'ai perdu quelque chose qui est tombé et ça tire sur mon câble. Voilà. Est-ce que LRM est bonapartiste au fut 1? Bah, je dirais un peu quand même. Puisque c'est fondé autour d'une figure. C'est très vertical. Et oui, c'est une conception bonapartiste du pouvoir. Plus en tout cas que dans la gauche traditionnelle où il y a quand même même si c'est vertical, il y a quand même au moins ce qu'on appellerait un centralisme démocratique où les formes seraient respectées. Là, bon, c'est quand même. Ça tourne beaucoup autour de ce que va décider Emmanuel Macron ou Castaner. Alors, JA25, c'est intéressant ce que tu dis. À gauche, les partis ne s'assemblent pas, mais parfois les électeurs font le travail à leur place en votant pour le mieux placé. Denis Coustet Mélenchon, je pense que le 79%, il n'y a pas que des grands fans. Oui, c'est vrai, c'est possible. Mais bon, le problème, c'est qu'il y avait beaucoup d'offres à gauche finalement. Et, euh, et que bah, plein de gens ont quand même voté Il y a une pour d'autres. Il y a dispersion. une dispersion des voix assez conséquente hein, entre le PS, le Mélenchon et ben, tout de même Emmanuel Macron qui a pris beaucoup d'électeurs du centre-gauche. Ce qui explique son score quand même. Voilà. Alors, bah, il y avait quand même un absent de marque hein, pour ce rassemblement de lundi. Il n'y avait pas du tout la France Insoumise, puisque Mélenchon, justement, puisqu'on en parle, refuse les alliances entre appareils. Et lui, il est toujours dans l'optique de ne pas construire une alliance d'appareils, mais bien de, comme il dit, construire le peuple. Et ça se fait sur le long terme, et c'est pas en faisant des petits accords avec trois porte-parole et deux dirigeants, hein, c'est lui qui le dit, hein, qu'il va bâtir ce peuple contre les élites pour prendre le pouvoir en 2022. Charles Maurice, le mec dit que Macron a eu des électeurs de gauche. Bah, je veux bien faire lâcher par le chat, mais bon, c'est le CEVIPOF qui le dit, hein, c'est-à-dire le Centre d'études de vie politique française, qui a montré que plein d'électeurs de gauche avaient voté Macron. Et que donc, et ça lui a permis d'être en tête au premier tour, puisque quand même Fillon, malgré les affaires, a fait le plein, hein. Et sinon les autres ont voté pour bah, Nicolas Dupont-Aignan et l'extrême droite. Et que donc, il y avait beaucoup de gens de centre-gauche qui ont voté Macron quand même. 10 balles 01 part de gauche, tu veux dire hollandiste? Bah je sais pas, peut-être oui, mais il y avait des gens de oui qui étaient des électeurs de Hollande et puis des électeurs de gauche, mais Des électeurs qui se disent de gauche, en qui tout se cas. disent de gauche. Mais après tout ça c'est relatif, le curseur, plein de gens n'est pas au même endroit, hein. Moi je me suis déjà fait traiter de gens de droite et de gauchistes, voilà, comme ça dépend en fait de qui ça vient. Tout le monde met pas la limite au même endroit. Donc selon qui vous parlez, à qui vous parlez, vous n'allez pas forcément vous situer au même endroit.
Et le Cevipof, par exemple, qui fait ses études, demande aux gens où ils se situent. Les gens disent, je suis de droite, je suis de gauche, je sais pas trop. Pour qui vous avez voté? Eh ben j'ai voté pour un tel, j'ai voté pour une telle. Et après ils disent, bah voilà, les gens qui ont voté pour Emmanuel Macron, pour François Fillon, sont plutôt euh, de telle et telle obédience politique. Et après, eh ben, c'est dans des tableaux et c'est toujours intéressant parce qu'on voit que parfois ça suit pas l'intuition en fait. Je sais pas si les électeurs de gauche assument encore le vote d'après J.D. Lafontaine. Ouais, c'est possible, ça je sais pas, faut leur demander. C'est vrai que là la popularité de Macron elle va plus à droite qu'à gauche actuellement, mais ça on sait pas. Vraiment, enfin, faudrait faire comme Freud effectivement, verser de la cœur et demander à la conscience de chacun en fait. Valls est-il de gauche aussi du coup, Nibal? Bah je sais pas, faut lui demander. Sur plein d'aspects, il est quand même de gauche, mais lui-même, où se situe-t-il? Où se situe-t-il lui-même? Et où se situe la gauche, finalement? Et où est la gauche? Ah bah ça, la gauche, bon, on peut quand même dire qu'il y a des choses qui marquent la gauche. Des choses qui sont marquées à gauche, des choses qui sont marquées à droite, mais... Par exemple, on peut dire que la division est marquée à gauche. Là, c'est du troll, ça. Moi, non, C'est du jamais. troll. Voilà, bon, on en a moins un, Hannibal Charles Maurice, hein, il se dit de gauche, il assume toujours son vote macro, donc on en a au moins un. Et Iliazam, le Valls à Barcelone, on en avait parlé la semaine dernière et on savait pas si c'était légalement et constitutionnellement faisable. Mais en fait, on en a remarqué grâce à un article sur le Check News de Libération qu'en fait bah, la question se posait vraiment puisqu'elle n'est pas prévue par les textes et que bah il est possible que ce soit le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel qui a à répondre de ça si jamais la question se posait. Parce qu'évidemment, bah, la Constitution elle prévoit pas que quelqu'un se présente à l'étranger quoi. Donc ce serait rigolo d'ailleurs, ça offrirait un C'est pas jolie jurisprudence en c'est pas fait. l'étranger, c'est l'Union Européenne. C'est quand même l'étranger. C'est en dehors de la France. Parce que la Constitution, elle prévaut, quoi. Encore. C'est vrai, je suis d'accord au fût, Charles Maurice, c'est un peu maso de révéler tout ça, en fait. Le gros gag, est-ce qu'il y a des gauchistes qui sont libérales? Non, non, je crois pas. Enfin, ça dépend comment tu prends libéral, mais gauchiste, c'est tout un état d'esprit, en fait. C'est toute une vision du monde politique. Un peu, ce serait difficile d'en parler là vite fait, mais un peu... On peut être gauchiste de droite, par contre. Tu peux avoir des pratiques gauchistes en étant de droite. Ça, c'est vrai, j'en ai croisé. Merci Nibal, j'ai bien comment t'écris gauchis. Voilà, les gauchis. Certains rajoutent un A dans ce mot, mais Les... Un quoi? certains rajoutent un A dans ce mot. Un A? Les gauchis, c'est un... Non? Non, pas à la fin. Après le I. Ah oui, et tu as Certains font raison. ça. Bien sûr, certains font ça, mais on n'est pas comme ça, nous. Non. Voilà, c'est... Ou alors au second degré, quand même. Voilà, mais sinon, pour vous donner mon avis sur cette tentative d'union de la gauche, autant moi, je fais le pari qu'il y aura une liste commune, au moins entre deux de ces quatre-là, soit une liste génération PCF, soit une liste génération ELV, soit les trois ensemble. Par contre, le NPA va pas rester longtemps dans une alliance comme ça avec le PCF, Génération et ELV, qui sont pas assez à gauche pour le NPA. Donc j'avoue que la présence de Besançon me paraît un peu comme une anomalie ou une espèce de... Juste il avait envie de faire un meeting et de faire un petit coup. Je pense que sur le long terme ça marchera pas très longtemps. Par contre les trois autres, Génération, ELV et le PCF, ouais ça peut durer, oui oui. Ah, j'y crois. J'y crois à mort. Euh, Même si effectivement ils ont envoyé que des porte-paroles, mais en tout cas je pense que ça peut donner une liste commune pour les européennes. Vous pouvez le marquer, hein. De toute façon c'est enregistré, vous verrez si je me suis trompé, on pourra revenir. Voilà, bah, il nous reste une demi-heure et on a tout le temps de parler des partis de droite, c'est génial. Parce qu'on a parlé beaucoup de la gauche. Et donc bah, c'est bien, il me reste une demi-heure pour parler de, euh, de Les Républicains, de l'UDI et même de Debout la France. Vous connaissez Debout la France? Nibal 01 du flot à se faire harceler par un jeu en ce moment. Oui, mais ça y est, j'ai vu passer ça, j'ai appris ça il y a pas longtemps là via Twitter,
qu'elle avait été harcelée par un érotomane en fait, ce qui est vachement gênant quoi, ce qui est horrible. Enfin, c'est un truc que je souhaite à personne. Qu'est-ce que c'est exactement? Un érotomane, c'est quelqu'un qui est persuadé que la personne en fait veut coucher avec elle quoi, et va interpréter tous ces signes, y compris les signes d'ignorance ou de renvoi, comme un signe en fait d'envie. Et donc vous pouvez pas vous en sortir quoi. C'est-à-dire que si vous dites à la personne non, ben, elle va croire que c'est oui. Si vous l'ignorez, elle va croire qu'en fait vous l'incitez à aller plus loin. Et, euh, et donc bah, ça peut conduire à des viols en fait, ou à de l'agression, et surtout à du harcèlement. Et elle a porté plainte et elle a eu gain de cause quand même, heureusement. Et voilà, heureusement, la personne a été jugée. Et comme souvent, c'est des mecs en fait un peu seuls. Bon, au moins il a été jugé, il a été condamné, je sais plus à quoi, vous pouvez aller retrouver l'article. Et, euh, et d'après ce que j'ai lu, et, voilà, Cécile Duflot est contente du jugement et surtout que le mec soit rendu compte que visiblement ce n'est pas des choses qui se font. J'espère qu'il va aller voir un psy aussi parce que en général c'est surtout là que ça se passe, hein. Voilà, donc non, Gultix ça n'a rien à voir avec un pétomane, sinon dans l'étymologie hein, avec le oman. Mais, euh, mais donc, ouais, c'est assez triste, je suis d'accord, j'ai 25. Voilà, merci pour le lien. À une prison ferme, carrément, dis donc. Ok, combien? 6 mois. 6 mois, ah oui. Waouh, ok, donc, est-ce qu'il y a une obligation de soins quand même en sortant? J'investigue, je donnerai l'information Ok, dès qu'elle merci. sera en ma possession. Merci. Bon alors, la régie m'impose l'ordre en fait grâce au logo. C'est pas grave parce que bon, c'est pas important. Euh, donc, bah alors, on a beaucoup parlé de la gauche là dans toute la première partie de l'émission et c'est vrai que bah ça désolé, alors ça je plaide coupable aussi, hein, c'est mon tropisme, hein, je m'intéresse plus aux partis de gauche, donc là je fais un effort pour l'émission d'aller voir les partis de droite et leur actualité, donc ça sera plus équilibré au fur et à mesure, mais faut dire que l'actu était lourde hein, entre bateaux, leur union de lundi, tout ça, bon il y avait des choses. Et là on va commencer donc par Debout la France, et non je te rassure Kylian la régie m'impose rien du tout, hein, c'est juste qu'il a pris le logo, c'est moi qui lui ai mis les logos dans le désordre aussi, donc je suis aussi fautif. Il faut savoir que Debout la France, en fait, bah écoutez, ils ont carrément lancé une pétition pour un référendum sur l'immigration, parce que pourquoi pas. Donc je vous cite, hein, ils veulent rassembler une large majorité de Français sur un projet de 5 mesures hein, qui rassembleront l'ensemble des forces politiques républicaines et patriotes. Alors, pour l'instant, ils ont que 14 000 signatures, j'ai regardé hier matin. Donc comme en fait il faut 10 électeurs 10% pardon, des électeurs inscrits pour imposer un référendum d'initiative partagée, bah, il leur manque 4,7 millions de signatures. Bon courage les gars. Va falloir arpenter les Halles, Châtelet-Les Halles avec une tablette là pour faire signer parce que 14 000 c'est pas assez quoi. Et en fait ils ont 5 mesures contre l'immigration et c'est en tête de leur site web. Voilà, vous avez ils ont même fait un super logo d'un référendum sur l'immigration. Donc évidemment, ils estiment que toute la France veut mettre dehors les immigrés et surtout fermer les portes. Et alors, bah, en fait, les 5 mesures, hein, c'est un rétablissement des contrôles aux frontières nationales, donc c'est-à-dire abolition de l'espace Schengen européen, et un renforcement des contrôles des frontières extérieures de l'Union européenne, ce qui peut être un peu paradoxal, ça veut dire qu'on continue à financer les structures européennes qui contrôlent les frontières, hein, c'est Frontex, mais on contrôle aussi nos propres frontières. Faire voter chaque année par le Parlement français, je pense, hein, des quotas par nationalité et par profession pour réduire l'immigration. Alors, quand même, ils veulent sanctuariser le droit d'asile, mais uniquement à des personnes vraiment menacées. Alors, bon, ça, je ne sais pas comment on qualifie ça. Bon, Sous-entendu, actuellement, le droit d'asile est donné à n'importe qui. c'est ça, voilà. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, vous suffit d'arriver en France, vous dites que vous êtes menacé, et puis on fait aucune vérification. Mais renseignez-vous, vous verrez que c'est pas si simple, et que les gens qui aident les, euh, les demandeurs d'asile eh ben, ont du boulot pour expliquer que les personnes sont vraiment en danger, hein. Vous avez le cas actuellement de Moussa, alors j'ai plus son nom de famille, mais les gens communiquent beaucoup son prénom, donc je suis désolé, Moussa, donc qui en fait risque d'être envoyé en Guinée, Guinée-Conakry, alors qu'il est homosexuel et que son compagnon a été brûlé sous ses yeux, et donc quand même ils veulent
ils pourraient être envoyés. Donc je sais pas ce qu'il faut. Et là-bas, l'homosexualité, c'est en cours. Alors, je sais pas On si elle est encourt la légale, peine mais de par mort, je contre, crois. ils risquent la mort par des militants C'est anti-homosexuels ça. de là-bas, quoi. Donc voilà, on peut pas dire qu'on soit très très libéraux là-dessus actuellement. Alors, est-ce que oui, JA25, t'as raison, c'est de la pure com, hein, ce qu'ils font. C'est pour ça que je blaguais sur les millions de signatures. Ils ont absolument aucune chance d'obtenir aucun référendum que ce soit. Ça leur permet juste de ramasser 14 000 adresses mail, hein. Voilà, c'est tout. Faut être clair. Ils le savent, hein, d'ailleurs. Je pense pas que les gens qui mènent ça soient dupes, mais par contre, c'est une bonne manière de communiquer dans les réseaux de Boula France et d'avoir quelque chose à dire sur un marché ou par contre de pouvoir ramasser donc des contacts. Le gros gag, je manque d'objectivité par rapport à Debout la France. Ah mais non, pas du tout. Non, non, écoute, non, non, là, je sais bien que la semaine dernière, j'ai pas été très, très neutre, mais non, 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 je suis neutre en disant que je pense qu'ils sont conscients qu'ils n'auront pas les 4,7 millions de signatures nécessaires à l'instauration lors du jour de l'Assemblée nationale de ce référendum d'initiative partagée. Parce que quand même, je pense qu'ils sont conscients de leur force et de leur capacité de communication. Oh, il a beaucoup de défauts, Nicolas Dupont-Aignan, mais je pense qu'il a oublié d'être bête et vu comment il est, sa longévité, en tout cas dans son territoire, euh, il sait faire de la politique. Fanny Dufaux, je suis pas sûr que le nom de famille de Moussat était rendu public. Bah, ouais, t'as raison, peut-être que qu'il a pas été rendu public pour sa sécurité, mais vu qu'il y a sa photo partout parce qu'il milite en Act Up en fait, et que enfin, je l'ai vu moi sa photo au milieu d'autres militants, je crois il a été rendu public, mais enfin c'est pas important là, sa situation est plus importante actuellement en fait. Alors j'encule, si le suis-je caricatural, le sujet est important et le référendum sera un moyen d'apaiser de trancher la question. Moi je suis pas sûr, hein, un référendum avec ces questions-là, pendant avec une campagne de quelques semaines, je suis pas sûr que ce serait moyen d'avoir un débat apaisé sur la question. Il faut bien faire la distinction entre le fait qu'il y ait un référendum ou pas sur la question et le fait que Debout la France, Debout la République, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, C'est Debout la France maintenant, Debout mais la c'était France, Debout la République il y a c'est ça. 3-4 ans encore. Le fait que ce parti propose le référendum. Il y a l'acte de proposer le référendum et il y a le référendum en soi. C'est vraiment deux sujets différents. Et ce qu'Adrien explique, c'est que Debout la France propose le référendum, ça ne marchera pas de toute façon, Mm. parce qu'ils n'ont pas la portée médiatique, ils n'ont pas la portée en termes de communication. Et que leur objectif, c'est juste de faire parler d'eux à ce sujet. C'est ça. Qu'il y ait besoin d'un référendum ou pas, c'est un autre sujet et chacun se fera son opinion sur la question. Alors après, en plus, je suis pas sûr qu'aucun parti en France ait les moyens de récupérer 4,7 millions de signatures. En plus. Ni LR, ni le FN, ni même En Marche. Il faut quand même une sacrée puissance de frappe Oui. médiatique. C'est colossal, hein. On est on est le pays européen qui a les plus grosses restrictions sur ce genre de référendum d'initiative citoyenne. Et, euh, et enfin, c'est infaisable, hein, on va être assez honnête. 10% du corps électoral, c'est beaucoup quand même. Et donc, que ce soit Debout la France ou n'importe quel parti, toute initiative de ce type-là, en fait, sera uniquement un moyen de faire de la communication. C'est un peu la même façon, la même chose que ce que les partis de gauche avaient fait sur le vote des résidents étrangers, en faisant des votations citoyennes, où en fait ils mettaient des urnes dans la rue, et après ils ont dit bah voilà, on a eu tant de milliers d'électeurs, et puis évidemment ils avaient 99% de oui, mais c'était juste une manière de faire de la communication, et bien sûr de récupérer aussi quelques contacts. Parce que le contact, quand vous militez, eh ben, c'est important. C'est un moyen de parfois recontacter les gens et de leur dire ah, t'as fait un truc avec nous, est-ce que tu voudrais pas adhérer, est-ce que tu voudrais pas voter pour nous? Et donc, bah, c'est utile pour ça aussi. Alors, j'encule, tu parles de dire oui ou non à l'immigration. Alors, oui, mais enfin, en fait, l'immigration, c'est pas un sujet sur lequel tu dis oui ou tu dis non, quoi. C'est très complexe. Et, tu vois, Et encore une comment fois, tu donnes les droits de séjour? Est-ce que tu donnes l'asile à qui? Comment? Qu'est-ce que tu fais? Enfin, tu vois, par exemple, jusque dans les années 70, les gens arrivaient plus facilement en France parce qu'on avait besoin aussi de main-d'œuvre et on a fini par un peu, on a serré les boulons sur l'arrivée des étrangers, tout simplement, parce que bah, il y avait une crise économique que sous Giscard, hein, on a comment dire, restreint les possibilités. C'est-à-dire qu'il fallait des visas, par exemple, il fallait des cartes de séjour. Et donc, enfin, c'est pas aussi simple que de dire oui ou non. Enfin, ou alors on dit du jour au lendemain, il n'y a plus rien, mais c'est pas possible. Vous avez enfin, tu as les immigrés
économiques, les gens qui sont là pour l'asile politique, tu as les gens qui sont là pour quelques années parce qu'ils sont étudiants. Et tout ça, c'est des profils très différents, donc on peut pas dire comme ça oui ou non à l'immigration. Enfin, c'est pas juste un sujet monolithique en fait. Et encore une fois, c'est un sujet politique, c'est pas. Nous, on parle vraiment de l'initiative référendaire Ah oui, moi je de donne pas, Debout la France. moi je donne pas mon avis sur un référendum pareil, même si je sais pas quelle serait la question en fait. C'est ça. Parce que oui ou non à l'immigration, en fait, ça veut rien dire. C'est oui ou non au mauvais temps. Bon, enfin voilà, c'est pas du tout là. C'est trop large comme sujet. Bon, il suffirait de construire un mur autour des frontières, au niveau des frontières. Oui, un mur ou un bouclier, même. Facile, Ouais, ouais, il y a des facile. romans de science-fiction là-dessus, hein. Si ça vous intéresse, vous avez un roman de. C'est un double parti là de. Zut, ça s'appelle Wang et c'est un auteur français. Euh, Ah zut. Est-ce que tu peux me retrouver? Comme ça ils veulent pas, je chuchote comme ça ils m'entendront pas. L'auteur de Wang, s'il te plaît. Et je vais voir le nom et je vais faire, mais oui, c'est lui. Wang, science-fiction, Oui, écrit par Pierre Bordage. Pierre Bordage, merci. Voilà, c'est un Français qui écrit un roman de science-fiction tout à fait lisible. Et donc je recommande Wang, c'est en deux parties et ça imagine un monde où l'Europe et l'Occident en général s'est retranché derrière un bouclier. Et ils font passer de temps en temps des immigrés d'Afrique, d'Asie et d'Amérique enfin, latine et ils leur mettent des puces dans la tête. Voilà, c'est plus simple. Et voilà, c'est une caricature bien sûr, mais c'est souvent comme ça la science-fiction. Et c'est très, enfin, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Voilà, bah, c'était Debout la France, hein. On en a beaucoup parlé pour ce parti qui, quand même, est surtout autour de la figure de Nicolas Dupont-Aignan. Donc voilà, ils font une campagne de communication sur un référendum sur l'immigration, avec 5 propositions. Et tu as raison, Perceval, Pierre Bordage, il a été très actif aux Utopiales parce que je crois qu'il est nantais en fait, tout simplement. Et donc, bah, comme il aime la science-fiction et qu'il veut que ça se diffuse, et ben, il participe à ça. Voilà. Bonjour Jean-Sébastien Bach du 34. Non, j'ai pas parlé de la fête à Macron, t'as raison. C'est le 5 mai, mais comme j'avais beaucoup parlé de la gauche déjà, j'ai oublié, et j'en avais parlé la semaine dernière de la fête à Macron, qui est organisée par François Ruffin, si je me trompe pas. À la base, oui, c'est lui C'est lui qui a a lancé l'initiative. l'initiative, et c'est repris, enfin c'est aussi avec l'aide de la France Insoumise, et je sais pas si d'autres partis rejoignent par contre, je suis pas sûr. Mais on en reparlera de toute façon la semaine Ah prochaine, oui, la semaine prochaine. a Alors, pas la semaine posteriori. prochaine, enfin, en tout cas, Pas la semaine je prochaine, serai dans pas 15 là. jours. Mais donc, un jour, on fera un petit bilan de la fête à Macron. On verra si ça a marché, est-ce que ça a pas marché, pourquoi. Ah, ce sera passionnant. Ouais. Non, non, mais la fête à Macron, ouais, pour fêter les 1 an de son élection, en fait. Alors, les Républicains, comme ça, on finira sur l'UDI, hein. Les Républicains, alors, bah, écoutez, alors, attends, hop. Eux aussi, ils parlent d'immigration, hein, parce que, en fait, là, aujourd'hui, enfin, j'étais voir hier, et sur leur site, la première chose qu'on voyait sur leur site quand on est arrivé, c'était la compte rendu de leur conférence du 18 avril. Alors je dois dire que leur site il est pas hyper à jour parce que vous y allez en début mai et vous avez un compte rendu d'une conférence du 18 avril qui était sur comment réduire l'immigration. Donc là au moins on a leur point de vue, hein. Bon, il y a trop d'immigration, il faut la réduire. Donc on a une belle, j'ai fait une belle copie d'écran, voilà. Ah, c'est plein pot avec le logo, le drapeau français sur un ciel bleu et des chemtrails. Donc ça c'est leur compte rendu de, voilà, de comment réduire l'immigration. Et alors eux ils ont pas 5 hein, comme Debout la France parce que c'est les Républicains, c'est un parti plus responsable, ils ont même 12 propositions. Et alors personnellement j'ai trouvé assez balèze quand même, un peu assez dur quoi. Mais savoir qu'aujourd'hui Laurent Wauquiez se retrouve dans une situation un peu compliquée de territoire politique, d'existence, hein. Comme le centre droit est quand même beaucoup occupé actuellement par La République En Marche, bah s'il veut exister, il se retrouve un peu obligé d'aller sur des terres plus à droite en fait, et donc il va en concurrence avec Marine Le Pen en fait, donc sur des terrains plus extrême droite, d'où en fait cette focalisation sur la réduction de l'immigration, qui n'est pas forcément le terrain habituel de la droite républicaine en fait, hein. Ça s'est droitisé depuis une dizaine d'années, et Nicolas Sarkozy d'ailleurs. Fanny Dufos, centre-droite, mais non, ils sont ni gauche ni droite. Alors oui, c'est vrai, ils se revendiquent ni droite ni gauche, mais ça ne veut pas dire que le terrain qu'ils occupent est pas situé quelque part. Et les électeurs actuellement, ils sont quelque part quand même.
Donc là j'en ai sélectionné quelques-unes parce que j'allais pas vous donner les 12. Vous pouvez toujours aller sur le site des Républicains et vous les trouverez, hein, mais donc ils veulent par exemple supprimer l'aide médicale d'État, ramener systématiquement dans le lieu de départ tous les bateaux qu'on intercepte en Méditerranée. Donc quand ils parlent de bateaux, hein, c'est souvent des petits bateaux avec beaucoup trop de gens dessus, hein, qui sont sur le point de couler. Ils veulent aussi restreindre le droit du sol à la régularité de séjour des parents, c'est-à-dire que un enfant qui naîtrait en France, si ses parents sont illégaux, serait aussi lui illégal, et reconduire à la frontière 300 000 clandestins en 5 ans. Voilà, donc des objectifs chiffrés. Donc c'est clairement en fait dans un but de concurrencer le Front National en droitisant le discours. Alors pourquoi ils sont sur l'immigration en ce moment aussi? C'est donc parce que il y a eu ce vote dont on a parlé tout à l'heure sur la loi Asile-Immigration, qui était très critiqué à gauche comme étant trop restrictif, trop inhumain. Et par contre qui est critiqué par la droite pour être trop humain finalement et trop libéral et Trop laxiste. trop laxiste. Voilà, merci. C'est le mot que je cherchais. Et donc alors je sais pas si ça en fait un projet équilibré, mais voilà, chacun a joué son rôle. L'opposition de gauche a dit que c'était un projet trop sévère et l'opposition de droite a dit que c'était un projet trop laxiste. Voilà, moi je dois dire que c'est un peu, enfin ça fait un peu posture tout ça, mais bon, c'est le point de vue de les Républicains, et donc bah ils sortent l'artillerie lourde et ils veulent carrément supprimer l'aide médicale d'État qui permet en fait à peu près tout le monde en France de bénéficier de soins gratuits ou en tout cas d'être pris en charge à l'hôpital. Voilà. Et sinon, bah écoutez, moi je voulais vous parler de quelque chose qui est en tête de l'actualité de les Républicains, hein, puisque la Fédération Sartoise a lancé son premier café littéraire et qu'on a une photo. Merci Perceval 44 de préciser, oui, de soins d'urgence gratuits, oui. Ils n'ont pas de jet gratuite, hein, faut quand même bien préciser, ce n'est pas la CMU exactement. La couverture médicale universelle, en fait qu'il faut être salarié pour la toucher, en tout cas être français, etc. En tout cas être résident légal, alors que l'AME c'est bien une aide médicale pour les soins d'urgence. Mais bah, c'est-à-dire qu'on laisse pas crever les gens en fait, tout simplement. Et donc il y a eu un café littéraire la fédération sartoise, et donc c'était autour d'une certaine Barbara Lefer que je ne connais pas et qui en fait est une écrivaine, hein, et ben c'était la dernière actualité de Les Républicains en direct de la Sarthe, comme vous voyez, un petit café littéraire. Et donc bah là c'est rigolo parce que vous avez en fait un petit aperçu de ce que c'est que la vie d'un parti au quotidien. C'est-à-dire une petite réunion comme ça, entre militants. Alors je sais pas, ça devait être en fin d'après-midi, il fait encore jour. Alors grosse ambiance, tu as raison, Jean-Cul. Ça ressemble à un apéropolis, mais alors sans vouloir mais juger de l'âge moyen, je pense que c'est un peu plus âgé qu'un apéropolis. Un petit peu. Un peu plus de cheveux gris. Et moins de bière. Et moins de bière, mais on ne sait pas ce qu'ils boivent en fait. On voit un Il y a un petit Perrier, Perrier. ouais. Mais c'est pour la photo, il voulait peut-être montrer que Il y a un Schweppes également. il y a peut-être un Schweppes, oulala. Ah, il y a un Monaco dans le fond de la. Oh, j'avais pas regardé. Les gens ont des cravates, ce qui n'était pas le cas dans l'apéropolis, c'est Pas possible. tellement. Voilà, donc bah, moi ça m'a plu de vous montrer ça parce que c'est un aperçu du quotidien du militantisme. Et cette photo, hein, vous pouvez la voir à peu près chez tous les partis. Hein, c'est-à-dire que il y a un autre parti, que ce soit chez les socialistes, hein, chez LREM, donc chez En Marche, chez l'UDI, chez les Républicains, c'est des gens autour d'une table qui discutent. Et là, vous voyez, il y a pour le moins Barbara Lefebvre qui parle avec ses mains liées comme ça. Et, ben, je sais pas très bien, j'ai pas été voir de quel livre il parlait, mais en tout cas, c'est un café littéraire et c'est bien. Voilà, c'est le quotidien d'un parti politique. Voilà, c'est une photo sur prise à l'iPhone par l'iPhone de militants en fait, Probablement, vu la qualité. vu l'angle. Et un bel angle, hein, ouais, là, on sent ce travail de pro, j'aurais fait pareil. En général, dans les réunions politiques, c'est toujours compliqué parce que les salles sont assez étroites et pour trouver le bon angle pour avoir un maximum de personnes, c'est pas évident. C'est ça, on prévoit une salle pas trop grande parce qu'il y aura pas grand monde, et puis après, c'est dur de montrer qu'il y avait du monde, et C'est ça. voilà. Mais on peut écrire salle comble comme ça. C'est ça. D'ailleurs, petit jeu pendant la campagne électorale, vous cherchez sur Twitter salle comble, et vous avez plein de tweets de militants très contents que la salle soit comble, mais avec un point de vue très relatif sur le fait que la salle soit comble, hein, puisque parfois la salle est comble alors qu'il y a beaucoup de place encore. Mais ça, c'est c'est que le point de vue militant, hein, Jésus multiplie les pains, mais les militants multiplient les présents en réunion, et donc ça donne des salles combles tout le temps. Voilà, c'est assez drôle à faire en campagne, vous pouvez aller regarder, et vous verrez par exemple les salles combles des dernières élections législatives et présidentielles. C'est rigolo.
C'est le meilleur exemple de sale comble. Voilà. Alors, merci d'avoir été chercher Adi Boulbaï, un petit copier-coller de ce café littéraire. Donc, O avec le R majuscule pour faire LR. Ah, d'accord, ils sont très créatifs à la fédération sartoise. Et, euh, et donc, ils ont pu échanger autour de notre société, tels que le risque de nivellement par le bas, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, la laïcité ou encore le culte de l'individualisme. Bon, ok, bon bah très bien, j'espère que ils ont kiffé leur fin d'après-midi. C'est tout le mal que je leur souhaite. Voilà, et puis alors bah comme le dit JA25, on va finir sur l'UDI, parce que bah quand même, hein, faut parler des partis de droite et l'UDI en est un, même si c'est vrai que c'est plus un, comment tu avais dit, un parti l'UDI, Oui, c'est ça, c'est un groupement de partis. un groupement de partis. Et donc, bah, en fait, ils organisent un conseil national le 23 juin, et le sujet, ce sera l'Europe, et c'est pas surprenant du tout, hein, parce que le 23 juin, ce sera vraiment un an avant les élections européennes. Et alors, bah, j'ai été voir sur Facebook, pour l'instant, ils communiquent pas sur ce qu'ils font et sur l'ordre du jour. Mais bon, à mon avis, ça discutera en fait de leur stratégie, à savoir est-ce qu'ils font une liste, est-ce qu'ils font pas de liste, et s'ils font pas de liste, et bien avec qui ils font alliance. Est-ce qu'ils font alliance avec les Républicains, est-ce qu'ils font alliance avec En Marche? Voilà, tant de choses qui, je n'en doute pas, vous passionnent et vont vous rendre accro. Je suis sûr qu'ils feront un live. On se connectera au live de l'UDI. Certainement. Voilà, qu'est-ce que j'ai pas dit là? Et Il y a quelque chose qui a pas mal changé récemment à l'UDI au niveau européen, c'est qu'a priori ils vont plutôt rejoindre le PPE à l'échelle européenne et quitter les libéraux. l'UDI, Oui, c'est ce que j'ai il entendu quitterait récemment. la LDE en fait. Ouais, Oula, je, étonnant. information à prendre au conditionnel, mais Ouais, à savoir qu'en fait, à l'Assemblée, enfin au Parlement européen, le groupe de droite majoritaire, c'est le Parti populaire européen, PPE, le groupe majoritaire c'est le qui est groupe de droite, majoritaire, du coup. qui regroupe des gens bah, qui ont plus l'UMP, le Parti populaire espagnol, pour encore quelques mois les conservateurs britanniques, mais aussi, et c'est le problème pour en tout cas une partie des républicains, enfin du Parti populaire européen, le parti de Viktor Orban en Hongrie, le Jobbik, euh, et, euh, et donc ben voilà, c'est vrai que je suis étonné que l'UDI, qui est quand même plus centriste, veuille rejoindre le PPE. Bah, quand j'ai vu l'info, ça m'a surpris aussi. Ok, bon, ce serait bon, ça veut dire qu'il serait plutôt avec l'UMP, enfin les Républicains pour les européennes en France alors, et qu'il n'y aurait pas de liste avec LREM. Ok. Bon, bah, Je vérifie l'information, mais et ça, on le saura après le 23 juin peut-être, ou en tout cas on aura certainement. des informations plus précises. Alors, Nibal01, tu parles des jeunes UDI qui rejoignent le LIMEC. Alors c'est quoi le LIMEC s'il te plaît? C'est les jeunes européens centristes et quelque chose comme ça? Ah, la réponse va arriver. C'est les jeunes libéraux. Merci, les jeunes libéraux, ok. Hyper libéraux, d'accord, bah c'est une droite libérale, d'accord. Ils sont avec la LDE, ok, mais la LDE ils sont un peu centrés sur certains aspects, donc c'est toujours difficile et délicat d'évaluer la position politique des groupes européens, puisque comme il y a plein de pays différents, normal, bah, des fois il y a des partis qui sont plus ou moins à gauche ou à droite les uns avec les autres. Le PS français était parmi les plus à gauche du PS européen, et donc c'est pas toujours simple après. Bah, Pardon, c'est le parti Agir ah, c'est pas l'UDI qui alors. va s'allier avec le PPE. D'accord, Et j'ai fait la confusion parce que UDI, le groupe s'appelle UDI Agir à l'Assemblée nationale. d'accord. Ouais, c'est compliqué. En plus, oui, il y a la Oui, différence entre les partis européens et les groupes à l'Assemblée, enfin au Parlement européen. Et donc, comme le dit bien Nibal, là, il y a le groupe ALDE, mais ils ne siègent pas, enfin, ils sont pas dans le parti ALDE, d'accord, qui est donc la Fédération européenne des libéraux centristes, quoi. On va dire ça comme ça. Voilà, ok. Eh ben écoutez, alors que je sais plus qui a dit ce qu'on parle du FN. Non, parce qu'il n'y a pas d'actu. J'étais voir leur site et il n'y avait rien de très saillant. Parce qu'ils n'ont pas avancé sur leur nouveau nom, tout ça. Mais ça va arriver plus tard. Ils vont il y avait, voter sur leur nouveau nom et ça on le saura, hein. il y avait juste le rassemblement à Nice du 1er mai. C'est vrai qu'il y avait le rassemblement à Nice, mais il n'a pas été si
Ouais. si incroyable. Enfin, Non. il a été un peu, enfin, on en a moins parlé parce qu'il y avait la manif en fait. Et on n'a pas parlé de la manif non plus. Vous voyez, il y a plein de choses on n'a pas parlé. Et en fait, j'avais fait le choix effectivement de ne pas parler de la manif parce que c'est les syndicats et pas les partis. Les partis ne sont que sur le côté ou à l'arrière. C'est une tradition, hein, tout ça, tout ça en fait, c'est chacun son rôle. Les syndicats pour le droit du travail, enfin la défense des salariés, et les partis, ils font leur rôle de parti, ils font de la politique. Ça date d'un vieux, c'est la charte d'Amiens du début du XXe siècle où on sépare tout ça. Les partis s'occupent de leurs affaires, les syndicats s'occupent des affaires syndicales, et les vaches sont bien gardées. Et donc, bah, le 1er mai, c'est manif syndicale, ce qui n'empêche pas après qu'il y ait des débats politiques. Par exemple, le Black Bloc, et le soutien en fait des partis aux différents syndicats. Mais c'est pour ça que les partis politiques sont soit en queue de cortège ou uniquement sur ce qu'on appelle des points fixes à côté du défilé. Voilà. Et je crois que c'est moins drôle de participer à une manifestation en tant que parti que de syndicat parce que eh ben, vous marchez pas, vous restez fixe, soit avoir trop chaud, soit vous avoir froid aux pieds. Voilà, je sais de quoi je parle. Moi je vois Gia là, tu divagues sur tout ce qui se passe au Parlement européen, c'est vrai que c'est hyper intéressant et ça mériterait presque une émission à part entière sur ce qui peut se passer au niveau européen entre les différents partis parce que ce que cherche à faire En Marche peut faire un peu péter les choses au niveau européen en fonction de qui va les rejoindre et de qui vont réussir à débaucher à la LDE, au PPE et même en fait pourquoi pas au PSE quoi. Donc ça on va voir si ça marche. Et bah écoutez, ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé à parler de Nice et du rassemblement de l'extrême droite européenne. Mais bah, si vous voulez, soit la semaine prochaine, enfin Dans 15 jours. voilà, je ne serai pas la semaine prochaine parce que c'est férié et qu'en plus je suis même pas à Paris. Et donc bah, ce serait le jeudi de l'Ascension, hein, donc vous-même vous travaillerez pas peut-être. Et, euh, et donc bah si ça vous dit, on en reparle. Et sinon, bah, il y aura de l'actu d'extrême droite et du Front National, pas de problème. Et puis bah écoutez, S'il y a des sujets dont vous voulez parler, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ouais, de la vidéo YouTube du replay qui sera mis en ligne je suis par pas hyper Raphaël. présent Bientôt. sur le Discord, mais par contre je suis présent, enfin je vais vérifier sur le YouTube. Et donc si vous avez envie de sujet, vous le mettez en commentaire de YouTube, et là, paf, je vois et je peux en parler. Donc là on aura 15 jours pour réfléchir à l'émission. Donc eh ben, écoutez, si vous avez du sujet, vous en parlez. Et Ou ben même il si vous est. avez des retours à faire sur l'émission, Ah oui, oui, hein. globalement d'ailleurs. Moi je prends tout, hein, je prends tout. Je vais vous dire au revoir. Merci, c'était cool. Rendez-vous à 21h ce soir pour la libre antenne spéciale lancement du serveur Minecraft. C'est vrai. Et d'ici là, rendez-vous On sur le est hype. Discord. On est hype. Moi je vous dis donc à dans 15 jours. Bon Star Wars Day demain, c'est pour ça que j'ai C'est mis ce vrai. t-shirt. Et puis bah merci à Eliasam qui vient de donner 100 bits. C'est cool, merci. Et c'est également la Saint-Sylvain demain, donc bonne Oh, fête à bonne fête Perceval. Sylvain. Ah, bonne fête. Et bah, Et aussi fête à Perceval qui aussi s'appelle alors. Sylvain. Voilà. Et Voilà. ça se fête la veille, donc c'est important. Ok, pensez à vous inscrire sur le Discord si vous voulez participer déjà au serveur Minecraft. Et puis je vais vous dire au revoir avant que le générique soit lancé. Salut!